Bonjour à Inata, bonjour à Solhan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV et Watt FM. Deuxième audience pour cette semaine qui enregistre la convocation de Zakaria Tanya. Il est membre fondateur du Front de Libération Nationale et il partagera avec nous, avec vous tout à l'heure, la radioscopie de ce front sur la situation préoccupante que traverse le Burkina aujourd'hui. Bonjour Zakaria Tanya, merci d'honorer notre convocation. Bonjour. En face de vous, Monsieur Tanya, les deux juges du tribunal de l'actualité alimenteront les échanges. Bonjour, juge Vara. Bonjour, Président. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Téléspectateurs et auditeurs, bonjour. À nouveau, bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité que préside Serge Mathias Tomoji. Et comme tous les matins, eh bien, j'ouvre la première articulation de ce rendez-vous. Les avant-propos des juges. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner une sortie, donc des propos plutôt de Antonio Guterres, qui a suscité beaucoup de commentaires en RDC. Je lis d'abord les propos et après je fais mon analyse. Il dit « Le fait est que les Nations Unies ne sont pas capables de battre le M23. La vérité, c'est que le M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. » Ça ressemble à un réalisme. Mais, diantre, les Congolais se demandent, mais donc vous foutez quoi ici? C'est ça. Si vous nous dites que ce n'est même pas possible. Alors qu'on sait que cette mission, la MONUSCO, ça a été créé en 1999 pour faire respecter un cessez-le-feu qui avait été signé entre la RDC et 5 pays voisins, je pense qu'il y avait Namibie, il y avait beaucoup d'autres pays, en tout cas ils sont en gros 5, qui, du fait des déplacements de population à ces frontières, créent souvent des petits problèmes et toujours des bisbilles. Et avec ces forces-là, qui sont anti-gouvernementales, qui trouvent le moyen de passer les frontières lorsqu'elles sont en situation de non-confort et se trouvent en tout cas une nouvelle vitalité et reviennent inquiétés. Maintenant, les propos de Guterres, ça choque les Congolais, mais est-ce que c'est faux? Maintenant, quand on est d'accord qu'on n'est pas capable de pouvoir trouver une solution, dans ce cas de figure, pourquoi avoir des missions aussi onéreuses? Parce que ça coûte beaucoup d'argent pour ne pas avoir de résultats. C'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et puis il y a le Congo aussi qui est là et qui tente de trouver des voies et moyens pour pouvoir avoir des solutions, négocier avec ses voisins qui, somme toute, quand on regarde, même s'ils ne sont pas des soutiens directs, mais en tout cas, il y a un genre de mutisme, il y a un genre de confort qui leur est octroyé, qui fait que, bon, ils sont beaucoup plus à l'aise et c'est un peu compliqué. Et là-dessus, le Rwanda est bien indexé. Il y a eu des missions, notamment du président Tshisekedi, pour qu'il y ait un genre de médiation, pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments en parlant de ces chefs d'État là, pour avoir une résorption de la capacité de nuisance de ces mouvements-là, le M23 y compris, mais ça n'a jamais vraiment prospéré. Donc c'est une réalité. Si la MONUSCO ne peut rien, il faut aussi que le Congo s'assume. On a une armée. Il ne faudrait pas compter sur le reste du monde pour pouvoir régler son problème. Il faut soi-même apporter au moins 90%. Et ça, aujourd'hui, il faut dire la vérité, Tshisekedi, il est débordé. Mais c'est vrai que ça fait jaser les propos. Mais je pense qu'au moins, pour une fois, il y a du vrai qui a été dit, ça peut faire mal. Mais dit, on n'est pas capable, on ne peut pas, ils sont trop forts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le vin, il est tiré. Il ne reste pas seulement à le boire. C'est comment on va le boire. Comment on va le boire, dit juge Geoffroy Vara dans son avant-propos consacré à la République démocratique du Congo. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. À la fin de la saison 6, j'avais ici félicité le travail remarquable qu'a la justice burkinabé en dépit des conditions difficiles dans lesquelles il travaille.
Et puis récemment, à la faveur d'un certain nombre de procès, j'ai recommencé à fréquenter certains tribunaux. Et là, je me suis rendu compte que effectivement, nos juges travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Déjà que pour la plupart de nos tribunaux, les bâtiments sont vétustes, mais on constate déjà dans les salles d'audience que les tables sur les chaises et les bancs sur lesquels sont assis ceux qui viennent assister aux différents procès sont pratiquement cassés, beaucoup en lambeaux. Et quand on va plus loin, on se rend compte que même en termes de son, les micros, ça crache. On a des difficultés même à entendre ce que les juges disent, alors que c'est des procès publics et ouverts où le public est censé aussi bien comprendre. Et quand on va à l'arrière-cour dans les différents bureaux, et là on découvre vraiment que nos juges travaillent dans des bureaux non seulement exigus, avec pratiquement pas de matériel, alors qu'on sait qu'à côté du pouvoir exécutif et législatif, le pouvoir judiciaire est aussi un troisième pouvoir qui est reconnu par notre Constitution et par la démocratie. Et je ne comprends pas pourquoi la justice reste le parent pauvre des trois pouvoirs donc consacrés. Et je voudrais lancer un cri de cœur pour faire en sorte que cette justice, qui est quand même garant de notre vivre ensemble et qui rend justice, ne soit pas toujours dans ces conditions-là, alors qu'on prône la justice, alors que la justice fait partie justement des piliers de notre vivre ensemble. Et donc j'en appelle encore une fois de plus aux autorités. C'est vrai que des efforts sont faits, mais il reste que notre justice, sur le plan des conditions de travail, reste vraiment dans une situation non enviable. Cri de cœur pour la justice dans cet avant-propos du juge Inoussa Ouedraogo. C'était la séquence avant-propos de cette audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Truth TV, votre espace privilégié de décryptage où, vous savez, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Nous recevons aujourd'hui, je voulais souligner dès l'entame de cette émission, Zakaria Tagnan. Il est membre fondateur du Front de Libération Nationale. Il évoquera avec nous donc le diagnostic et la thérapie de ce front sur la situation préoccupante du Burkina. Mais avant d'y arriver, les juges ont peut-être des questions de généralité. Juge Vara? J'en ai pas. J'en aurai des généralités. Il y aura des généralités mais pas de... au cours des échanges. Voilà. Il passe la main, donc, juge Inoussa Ouedraogo. Merci, Président. Je voudrais quand même que notre invité, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous parle de cette dernière décision du président Damiba, qui a, je dirais pas révoqué, mais en tout cas, qui a changé de ministre de la Défense et qui s'est lui-même octroyé ce ministère-là. Alors que globalement, le bilan qui a été fait, c'est que le bilan est satisfaisant. Même s'il y a des difficultés sur le terrain, le bilan est satisfaisant. Et on se demande pourquoi, pour un ministre qui a un bilan relativement satisfaisant, on change tout de suite et c'est le président lui-même qui prend la tête de ce ministère-là, alors qu'on sait que par le passé, toutes les fois que les présidents se sont vus obligés de prendre ce ministère, c'était dans des conditions de crise. Et vous qui êtes dans le secret des dieux, qu'est-ce qui se passe pour que le président lui-même s'octroie ce ministère? Alors, M. Zakaria Tagnan, vous êtes dans le secret des dieux, dites-nous. Bon, comme monsieur le juge l'a dit, sinon je ne pense pas bien être dans le secret de Dieu comme il est dit, mais je pense que c'est vu la situation actuelle, parce que je me dis que si le président aujourd'hui prend le portefeuille de la défense, c'est peut-être dû à une lenteur de certaines alertes qui n'ont pas été beaucoup prises en compte. Donc pour moi, je pense bien que vu la situation où vraiment nous sommes actuellement, il faut quand même s'assumer, et lui-même comme aujourd'hui il est beaucoup indexé, parce qu'on ne parle pas du ministre, mais on parle toujours du Damiba. Donc pour moi, prendre le portefeuille de la défense, et il n'aura pas encore à dire qu'il y a eu des défaillances ici, parce qu'il y a beaucoup d'alertes qui ne sont pas rapidement prises en compte. Lesquelles? Bon,
au niveau des informations, par exemple, souvent quand vous regardez, on vous dit que, par exemple, dans telle zone, les amis sont sur place. Il y a l'appel au renfort, généralement, les gens décrivent ça toujours, ce n'est pas de taille. Donc je pense que c'est dû à tout cela que le président a décidé de s'assumer. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une charge supplémentaire pour le président de s'octroyer ce costume alors qu'il est déjà président du FASO, président de la transition, président du Conseil d'orientation de suivi de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées? Ça ne fait pas une charge supplémentaire. Comment il aura le temps de s'organiser pour s'occuper également de ce département alors qu'il a déjà une foultitude d'occupations, de fonctions? Oui, on dit que quand tu vois un marguerite courir un pantalon, c'est qu'il sait là où mettre sa queue. Si le président pense qu'avec toutes ces charges, il peut assumer le portefeuille du ministère de la Défense, je pense qu'il est aguerri pour le faire. Ouais. Il est donc aguerri pour le faire. On verra ça sur le terrain. On essaiera de voir et de lire les changements positifs qui interviendront dans ce domaine. Depuis quelque temps, on assiste, M. Tagnan, à une inflation de fonds et de regroupements au Burkina, chacun avec des agendas différents, des objectifs divergents. On semble ne plus vouloir s'écouter, mais plutôt se combattre mutuellement. Sur quelle ligne se situe le Front de Libération Nationale? Merci beaucoup. Le Front de Libération Nationale, c'est d'abord le renseignement, et tout comme la CIA aux États-Unis. Donc le Front de Libération Nationale se doit de mettre en place le Conseil national de la défense qui va coiffer le comité de veille et d'alerte du territoire. Oui, vous dites que le Front de Libération Nationale, c'est comme la CIA. Oui. Vous pouvez nous expliquer? C'est un peu le renseignement. C'est d'abord le renseignement parce que tant que le pays n'est pas renseigné, tant qu'il n'y a pas l'information, le renseignement à la base, il sera un peu difficile de s'en sortir de la situation actuelle. C'est quoi? Quand nous prenons par exemple dans un village, où quand même tous les habitants du village se connaissent, quand un étranger rentre dans le village, qui est un peu doutant, je pense que du coup, ils peuvent alerter qui de droit, où l'information va remonter et on va le transmettre à qui de droit. Voilà. Donc c'est ça la base du Front de Libération Nationale. Oui, j'y vais. Moi, je veux savoir pourquoi maintenant. Ouais. Pourquoi maintenant? Lorsque on lit votre déclaration liminaire, vous rappelez qu'on est dans des turpitudes, ça fait quand même 6 ans. Oui. C'est vrai que vous fustigez le pouvoir passé. Oui. Vous dites c'est le FASO d'abord, c'est votre slogan. Oui. Mais pourquoi le FASO d'abord là commence maintenant? Pourquoi maintenant? Merci, ça a commencé maintenant. Sans compter qu'avant le Front de Libération Nationale, beaucoup de gens ont dit le FASO d'abord. Oui, parce que si nous aujourd'hui on le dit, le FASO d'abord, c'est parce que nous avons constaté que le FASO n'est plus le FASO d'hier. Donc, il faut aujourd'hui ramener le FASO en face de nous. Parce que quand nous prenons aujourd'hui, tous les jours que Dieu fasse, il y a des créations, il y a des nouveaux OSC qui naissent, il y a de nouveaux partis politiques qui naissent. Mais est-ce que tout le monde peut être ensemble, peut être en même moment et des leaders? C'est difficile. Donc, pour cela, nous avons pensé que le FASO d'abord, ça veut dire qu'il est temps qu'on essaie de s'organiser et de laisser ce qu'on est en train de faire. Non, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Pourquoi vous vous réveillez maintenant, FLN? Je veux comprendre. Oui, on se réveille maintenant parce que nous avons vu que déjà, il y avait déjà des OSC qui sont là, mais qui ne sont pas dans l'objectif de la situation actuelle. D'accord. C'est quoi les objectifs de la situation actuelle? La situation actuelle veut qu'on appelle tout le monde autour d'une réflexion pour sortir le pays de la crise dont nous vivons actuellement. Voilà. Et les autres organisations ne mènent pas ces réflexions? Oui, nous avons constaté que c'est plutôt des combats de leadership
entre les autres organisations qui sont déjà là depuis, qui auraient peut-être dû amener le Burkina Faso, amener la jeunesse actuelle à se retrouver autour de la même table pour réfléchir sur la question. En même temps, vous dites, bon, c'est pour mener des réflexions, mais vous dites, vous fonctionnez comme le CIA, donc c'est le renseignement. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous enrôlez pas dans les VDP? Je m'explique. Oui. Parce que lorsqu'on nous donnait les missions avant, c'est vrai, on nous a dit qu'il y avait la formation et tout, mais ce n'est pas des gens qu'on voyait en avant-garde pour ce qui est du combat, c'est-à-dire qu'en train de tenir l'arme et être devant et tout. Mais ils devaient participer d'abord et avant tout au renseignement et autres. Quand je regarde, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Pourquoi est-ce que simplement s'enrôler, ça ne suffisait pas? Surtout que maintenant on a le BVDP. Ça veut dire qu'il y a une évolution de la chose. Si tant est que c'est votre mission, ça s'intègre déjà dans ce qu'on a déjà. Oui, parce que si vous dites que, par exemple, si je veux bien comprendre, c'est comme si on n'était pas déjà sur le terrain. Certes, on peut être sur le terrain, mais pas officiellement. Parce que je sais que les FLN a déjà des comités de veille et d'alerte dans certaines régions et provinces qui fonctionnent. Mais c'est des trucs qu'on peut pas... Depuis quand ça? Bon, disons, ça vaut déjà autour de 3 à 4 mois de cela, déjà bien avant la création, même avant même de lancer le truc officiellement. Parce qu'il faut d'abord essayer de voir sur le terrain comment est-ce qu'on peut s'y prendre. On a dit ce qu'on a déjà mis en place et on a vu que bon, c'est fonctionnel. Donc il faut s'appuyer sur ça et puis lancer les FLN. Et en ces quelques mois, qu'est-ce que ces cellules de base, cette veille vous a apporté comme information? Quel est le matériau sur lequel vous comptez travailler, que vous comptez capitaliser pour déployer votre stratégie de CIA? Bon, disons bien que ces informations, ce pas des informations quand même qu'on peut donner parce que nous sommes sur un plateau. Et voilà, parce que tout va dans le sens de la sécurité. Alors, donc ici, c'est d'accentuer l'action de plus dans les autres provinces et dans les autres bases, comme je l'ai dit, pour que vraiment l'information soit vraiment au moment où nous le voulons, comme ce qui est en train de se faire. Parce qu'actuellement, il faut reconnaître que tout le monde, ce n'est que des critiques. À la base, ils ne comprennent pas, mais avec le comité que nous avons mis, les gens ont commencé à comprendre un peu que non, il faut faire attention à un certain nombre de personnes. Même au sein même du village, il y en a qui, quand c'est douteux, il faut quand même remonter l'information. Il y a, par exemple, des informations téléphoniques qu'on peut facilement vous faire comprendre qu'ici, il y a une telle personne, voilà. Mais c'est des informations qu'on ne peut pas ressortir. Bon, il faut juste les transmettre à qui de droit et ça va retourner là-bas. Juge Vara, au juge Ouedraogo? Bon, je voudrais qu'on éclaircisse avant d'avancer. Tantôt, vous parlez de le Faso d'abord. Je ne sais pas si c'est Faso d'abord ou c'est la patrie d'abord. Je sais bien qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Oui, je pense bien que c'est la patrie d'abord. Ah ben, vous ne pouvez pas regarder votre téléphone et puis dire que c'est la patrie d'abord. Je ne l'ai même pas dit. Bon, d'accord, parce que vous avez... vous ne pouvez pas dire que vous pensez que... Non, ce n'est pas question de penser, c'est la patrie d'abord. Voilà, ok. Voilà. Mais au départ, vous nous avez parlé du Faso d'abord. C'est lui qui a parlé du Faso d'abord. Et puis vous avez confirmé. Non, moi je ne confirme pas. Parce que c'est ok, alors, donc c'est la patrie d'abord. C'est la patrie d'abord, oui. Voilà. Oui, juge Ouedraogo. Dans votre déclaration à votre création, vous avez dit que le FNL est l'espoir de tout un peuple et qu'il sera conduit par des leaders charismatiques et de grande notoriété issus d'organisations de la société civile réputées. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour-là qui sont ces grands leaders charismatiques et de grande notoriété qui sont également issus donc d'organisations réputées? Voilà. D'accord. D'abord, moi, personnellement, qui vous fais face, Tayan Zakaria, je fais partie d'abord de l'association des jeunes unis pour le développement du Faso, qui fonctionne depuis, disons, 2013. Donc, il y a Marcel Tankwano du M21 que vous entendez parler.
Il y a également notre camarade Madi Ouedraogo, Imadi Rugunga, qui est là aussi. Voilà. C'est ça le triumvirat sur lequel fédèrent les autres personnes? Oui, c'est bien ça le triumvirat. Et c'est vous trois, les leaders charismatiques de grande notoriété, etc. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment qui vous fait penser que vous êtes des leaders charismatiques de grande notoriété et que vos organisations sont reconnues comme des organisations réputées? Réputées en quoi? Bon, ici, je ne pense pas qu'on est là pour se vanter, ce n'est pas pour se montrer, mais il y a des actions sur le terrain. Et moi, à mon niveau, avec l'association dont je dirige, c'est une association qui a fait beaucoup de formations en génie, en métier. C'est une association qui a œuvré beaucoup, et, comment dirais-je, sur le terrain, dans le volontariat, les secouristes. Bon, je pense bien que les autres aussi, comme les Marcel Tankono, vous avez beaucoup suivi, ce que le M21 a fait. Là. Donc. Juste Vara? Oui, moi, tout à l'heure vous disiez, oui. Les autres OSC passent le temps à critiquer, il n'y a pas la proposition et tout. C'est bien. Mais vous savez, le problème dans lequel on est, chacun a tenté d'y apporter sa solution, peut-être avec toute la bonne foi. Même bien quand sûr. On a l'ancien régime pour lequel on dit non, les résultats n'étaient pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément la volonté de bien faire ou de solutionner la chose. Bien sûr. Alors que le bon docteur, le bon médecin, c'est seulement celui qui sait de quoi vous souffrez. Parce que ça part de là. Quand on sait de quoi vous souffrez, on peut administrer ce qui va avec. Quand vous regardez aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Même ceux qui sont là, on sent que bon, les écoles continuent de se fermer de plus en plus, les statistiques sont là et elles parlent. Les grandes voix qui n'étaient pas inquiétées commencent à être inquiétées. Des zones où on n'entendait pas parler, où on n'entendait plus parler d'attaques, on en entend encore parler. Il y a des audios qui circulent, on sent que le Burkinabé, même face à son frère, quelquefois il y a des appels qui ne sont pas intéressants. Quand vous regardez le diagnostic que vous faites, c'est lequel? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Merci. D'abord, je pense bien que le Burkinabé aujourd'hui, il y a trop de divergences. D'accord. Et quand je prends par exemple le régime Kaboré, m'excusez parce que c'est un exemple que je vais prendre. Allez-y. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences, mais tout simplement parce que le peuple n'était pas uni autour de ce régime. C'est ça le problème. Les leaderships. Vous dites que le peuple n'était pas uni autour de ce régime, oui, mais c'est un régime qui a été élu. Le président Roch-Marc Kaboré a été magistralement élu puis réélu. Très bien, je suis d'accord. Mais est-ce que lui-même, à la dernière minute, le constat que nous tous nous avons fait, est-ce que réellement le peuple était uni autour de lui? Non. Parce que donc c'est que le MPP n'était pas, c'est pas qu'ils étaient incompétents, mais c'est parce que le peuple n'était pas uni autour d'eux. Même au sein même du MPP, ils n'étaient pas unis. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Burkinabé, là où nous sommes assis, nous avons besoin de l'union sacrée de tous les fils et filles. C'est à partir de là que nous pouvons avoir des résultats sur le terrain. Si c'est les divergences individuelles, ceci est comme ça, celui-là est comme ça, et les FLN, c'est du bruit. Bon, je ne pense pas qu'avec cela, on peut arriver. Mais je me dis qu'avec l'apport de tout un chacun, aujourd'hui, on ne sera pas là. Donc la situation actuelle, c'est le Burkina, c'est le peuple du Burkina lui-même le problème. Donc votre diagnostic, c'est que c'est le peuple lui-même le problème. Mais c'est à ce peuple que vous vous adressez également. Oui, bien sûr. Comment vous faites alors pour changer la donne? Oui, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est aller vers le peuple et leur demander d'aller tous dans l'esprit d'union pour qu'ensemble, on puisse finir avec cette affaire de terrorisme. Et c'est ceux qui nous attaquent viennent d'ailleurs. C'est des Burkinabés, si nous voulons bien comprendre. Et pourquoi le Burkinabé va prendre l'arme contre son frère? Vous avez les armes pour mettre fin à cette situation en concertation avec le peuple? Oui,
Parce que si nous le disons, parce qu'on s'engage à aller sur le terrain, on s'engage à aller auprès du peuple pour faire comprendre au peuple qu'il faut forcément travailler à aller ensemble. Il faut apaiser le cœur, il faut avoir le pardon, il faut accepter que la situation actuelle, ce n'est pas la situation de telle personne, ce n'est pas la situation, c'est pas une telle personne qui a amené ça, mais c'est l'ensemble, c'est nous tous. On a failli et il faut que on revienne ensemble et puis accepter de réparer ce qui est gâté. Juge Vara, vous avez posé la question sur le diagnostic. Êtes-vous satisfait de la réponse de votre convoqué? On ne peut pas être satisfait ou insatisfait. Chacun a son diagnostic, chacun se fait la lecture et puis essaie d'apporter sa pierre, qui est le remède qu'il pense bon. Vous dites dans votre déclaration que c'est important que ce peuple-là se réunisse autour des VDP et des autorités. Vous disiez tout à l'heure que c'est ce qui a manqué avant. Vous pensez qu'il y a une inversion de tendance et que relativement à ce MPSR qui est au pouvoir et tout, il y a peut-être une prise de conscience et que petit à petit on essaie d'adhérer au projet. C'est ce que vous sentez? Ou bien il y a encore des réticences? Moi, bien même qu'il y a des réticences qui ne sont pas... Moi, je pense bien qu'il y a des réticences qui ne sont pas énormes, mais il faut reconnaître, comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec les MPSR, c'est quoi? Je me dis que c'est un régime d'exception qui doit soutenir de tous les outils possibles de ramener tout le monde. Alors, c'est pour dire que il y a beaucoup qui ont compris cela. Je pense bien qu'au départ, beaucoup ont applaudi, même si par la suite, il y en a qui ont commencé à régresser. Mais cela, je me dis que c'est juste par rapport à un certain nombre d'intérêts, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ne pas continuer dans l'élan d'accompagner. Quel intérêt? Non, il y a des intérêts individuels que chacun, il y a des gens qui, quand on regarde souvent les déclarations des uns et des autres, on sent que ce n'est pas une question de conviction, mais c'est plutôt une histoire d'intérêt. Oui. Vous dites sinon, aujourd'hui, les Burkinabés ont adhéré. Oui. Et puis après, oui, il y en a beaucoup progressivement. Il y en a reculé. Oui, il y en a c'est pas qui parce ont qu'ils reculé. sont déçus des résultats sur le terrain, mais c'est parce qu'ils ont des intérêts particuliers. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas en 7 mois se retrouver avec des intérêts, avec des résultats positif comme ce que les gens l'attendent pour une crise de près de 6 ans. Et franchement, je ne pense pas que ces résultats peuvent être vraiment ce que le peuple burkinabé attendait. Et quels sont ces intérêts de ces Burkinabés-là qui critiquent? Je le dis bien. Ce n'est même pas beaucoup, c'est juste une groupuscule. Quand je le dis, pourquoi? C'est surtout côté politique, où certains se sentent mis de côté, et qui passent le temps à mettre la flamme. Sinon, le bas peuple n'a rien à voir à faire comprendre que non, ici ça ne va pas, ou bien il n'y a pas de résultat. Parce que le bas peuple ne souffre pas de ce que... Le bas peuple souffre de ce qui se passe, mais le bas peuple ne peut pas nous donner des résultats sur le terrain. Le bas peuple constate ce que le militaire fait, constate ce que le VDP fait. C'est qui vous appelez bas peuple finalement? Je prends par exemple ceux qui sont vraiment dans les villages reculés. Nous avons des vidéos et des audios qui apprécient le travail fait sur le terrain. Comme nous les avons aussi qui n'apprécient pas. C'est logique parce que on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Voilà. Oui, mais vous dites justement qu'il y a, vous êtes votre front, le Front de Libération Nationale. Oui, il faut que je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent sur la 100.7, c'est Watt FM, que nous recevons aujourd'hui Zakaria Tania. Il est membre fondateur du Front de Libération Nationale, le FLN. Il parle de la situation du Burkina. Vous êtes un soutien de la transition, si j'ai bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du déroulement de cette transition, des acquis éventuels qu'on a pu engranger en 7 mois, en 8 mois, et du développement des perspectives qui s'offrent au pays en termes de restauration conformément à vos objectifs? Oui, je dirais bien que le FLN est satisfait, même s'il y a des insuffisances. Nul n'est parfait. Et pour nous, nous pensons que
Et il y a quand même très bon des avancements et même des perspectives que nous louons en tout cas au sein du régime MPC et que nous encourageons d'ailleurs à aller dans cet élan parce que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le Burkina Faso, c'est comme une calebasse qui est tombée et qu'il faut recoudre. Alors il faut vraiment prendre le temps de bien la recoudre. Oui, Juge Vara. Moi, je veux revenir sur votre perception de ce que vous dites, qui sont plutôt dans la critique. Est-ce que la critique ne peut pas être constructive? Parce que, je m'explique. Tout à l'heure, lorsque je disais, je vous posais la question du diagnostic, je disais que beaucoup plus d'écoles ont fermé, c'est un fait. Oui. Beaucoup plus de zones sont touchées, c'est un fait. Certains axes qui n'étaient pas touchés le sont, c'est un fait. Ça, c'est une réalité. Donc, en clair, c'est qu'on est parti d'une situation qui n'était pas forcément bonne, mais on ne l'a pas encore améliorée comme on le voulait. Vous vous rappelez des critiques très acerbes contre le régime de Roch Kaboré, jusqu'à ce qu'on ait Inata et tout. Mais est-ce que c'était des critiques pour détruire? Il y avait un régime qui peinait à trouver des solutions. Aujourd'hui, si les solutions qui sont apportées, on n'en voit pas les résultats encore de façon concrète. Vous dites, en quelques mois, on ne peut pas tout régler. Donc ça veut dire que vous êtes conscient qu'il y a encore beaucoup de marge, beaucoup de chemin à faire. Bien sûr. Maintenant, au regard des espoirs donnés au départ, est-ce qu'on n'est pas critiquer et dire que ce qu'on nous a fait, on nous a servi comme espoir au départ, ça peine à venir, c'est mauvais? Oui. Ici, moi j'ai dit, la situation actuelle là où nous sommes, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Quand tu peux apporter des critiques, il faut aussi apporter des propositions. Mais quand nous regardons aujourd'hui, il y a plus de critiques sans propositions. Mais dans tous les cas, que ce soit le régime, que ce soit individuel ou même personnellement, vous allez voir des gens qui vous critiquent, mais qui ne peuvent pas venir vous dire monsieur, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais par contre, il y en a qui vont vous dire, écoutez, ils vont vous critiquer et vous donner des propositions par rapport à ces critiques. Mais est-ce que le Burkinabé est dans cet état-là? Non. Aujourd'hui, ceux qui critiquent ne critiquent que ce qui est négatif. Pourquoi ne pas critiquer la positivité? Pourquoi, en critiquant le négatif, pourquoi ne pas apporter des propositions? Je pense que on avait fait ça pendant sous le régime Roch Kaboré, c'est pas sûr que le MPSA soit là aujourd'hui. Ça pourrait arriver sous le régime Kaboré s'il était aussi à l'écoute. Il y a un point par exemple sur lequel moi je voulais venir, parce que je ne veux pas qu'on discute comme ça que dans le vide là. Je prends un point qui a cristallisé les attentions pendant longtemps. La question de Inata, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, on en est encore à on veut révéler ceci, on veut révéler cela. Alors que ça a été un point central dans la chute du régime de Roch Kaboré. Les personnes, certaines qui ont été inquiétées citées dans le dossier, quand on regarde aujourd'hui, elles sont promues. Si le mot n'est pas plus fort. Mais pour certains, bon, vous êtes venus, vous dites, on va changer beaucoup de choses. Il y a des petits éléments pour lesquels on n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, quoi. Et ça, quand certains le disent, c'est une critique qui est normale. Par exemple, pour être concret. Mais pourquoi uniquement que Ninata? Mais pourquoi pas Inata? Il y a eu Solgan qui est là. Mais pourquoi pas Inata? Mais pourquoi pas Solgan? Mais pourquoi pas Inata? Oui. Parce qu'on sait ce que ça a valu dans la chute du président Roch Kaboré. Ça a valu à quoi? Ah, donc vous n'étiez pas ici. Vous voulez qu'on mette Inata entre parenthèses et qu'on ne parle parce pas que ce n'est de pas ce qui s'est réellement passé? Ce n'est pas Inata seulement qui était... Pourquoi justement ne pas révéler tout? Et Solhan et Inata. Oui. Qu'on nous dit ce qui s'est passé. C'est ce que les Burkinabés attendent. Oui, vous attendez cela de qui? Du régime? Mais des autorités. Oui. Parce que... Je ne pourrais pas les prendre à leur place. Oui, alors on parlait des critiques, mais j'ai un autre élément. Oui, allez-y, sur la déclaration qui est la leur. Sur le régime passé, vous dites que si les ennemis d'hier, ceux qui se regardaient en chaîne faïence, se sont unis pour communier à l'utopie d'une prochaine insurrection, certains, dans des envolées lyriques indigestes, se donnent le risible objectif de réécrire l'histoire politique du Burkina à l'heure où la priorité des Burkinabés est la restauration de l'intégrité territoriale et la réinstallation des personnes déplacées internes. Et vous dites, dans cette cacophonie,
et ramdam des officines du régime déchu de Roch Marc Christian Kaboré, qui font des mains et des pieds pour revenir aux commandes. Le peuple a décelé le jeu de dupes. Donc, le régime de Roch Kaboré est en train de travailler sous cap pour revenir. Bien sûr. Quels sont les éléments qui les éléments qui concourent à ce que vous dites cela? C'est l'adhésion du MPP au Front patriotique. Comment est-ce qu'on peut comprendre un parti politique qui vient s'adhérer à un mouvement? Mais ce n'est pas nouveau, ça. Comment c'est nouveau? Oh non, c'est pas nouveau, puisqu'on a connu des partis politiques. Aujourd'hui, Monsieur Tagnan, oui. on a connu par le passé des partis politiques et des organisations de la société civile qui se sont coalisées au sein d'un même creuset, au sein d'un même cadre, pour apporter des changements dans la gouvernance du pays. Oui. On l'a vu dans le cadre de l'assassinat de Norbert Zongo, on l'a vu dans d'autres circonstances. Oui. Donc un parti politique peut très bien se fondre dans... Je suis parfaitement d'accord, mais ici, la situation actuelle, la convergence du MPP au Front patriotique n'est pas dans le même élan. J'ai vu leur déclaration où ils demandent à ramener la transition à une transition civile. Alors, nous avons déjà vu une transition civile passer ici qui ne nous a pas apporté des résultats. Ah bon? Oui, parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas une transition, mais ça a été une transmission. Personnellement, je l'ai toujours qualifié de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, nous préférons que ça reste une transition militaire, faire le travail qu'il faut, parce que d'abord c'est la sécurité qui prime, que de repartir à une transition civile pour protéger des intérêts. Vous en voulez un peu presque, parce que vous dites dans votre déclaration qu'il travaille à revenir aux affaires. Mais quelle est la vocation d'un parti politique lorsqu'il a perdu le pouvoir, si ce n'est que de travailler à revenir aux affaires et à faire un genre d'alliage, d'alliance? C'est juste de s'agiter parce que c'est normal, c'est l'un des intérêts qui sont en jeu. Je finis. Oui. La vocation aussi d'une tradition même militaire, c'est d'organiser des élections pour qu'on vienne dans un ordre normal. Oui. Les élections ne se font pas avec des partis de militaires, ça se fait avec des partis politiques. Bien sûr. Donc ils sont en train de s'affairer parce qu'il y aura des élections. En quoi est-ce que c'est méchant ou c'est mauvais? Non, là où c'est méchant, c'est le fait de ne pas appeler d'abord le peuple, mais aller autour de la transition, être là en train de vouloir déstabiliser la transition. Là, vous avez des éléments de déstabilisation? Si, nous les avons très bien. Parce que pourquoi j'ai dit cela? En quoi le Front patriotique va demander une transition civile? Ils ont dit plus inclusive. Inclusive ou pas? Oui, juge Ouedraogo. Oui. Monsieur Tayan. Oui. Le Front patriotique a présenté des documents, une plateforme minimale, et a appelé les organisations de la société civile et les partis politiques qui y adhèrent d'adhérer, et le MPP a adhéré, d'autres partis politiques aussi ont adhéré. C'est le MPP et ses alliés qui ont adhéré. Et ici, nous le disons haut et fort, moi je ne vois même pas le sens de la naissance du Front patriotique. Mais le Front patriotique, parce que je ne vois plus aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous démontrer aujourd'hui leur patriotisme. Parce qu'étant aux affaires, depuis des dizaines d'années, sinon plus, je ne vois pas encore aujourd'hui où ils peuvent sortir pour créer un front patriotique. Ça va servir à quoi? Si ce n'est pas pour juste protéger leurs intérêts. Je voudrais comprendre quelque chose, M. Tayan. Oui. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que le problème, ce n'était pas le pouvoir du MPP, ce n'était pas leur incompétence, c'était simplement que le peuple n'était pas uni autour d'eux. Vous l'avez dit. Je veux comprendre. J'ai dit bien. Le peuple n'est pas uni autour du régime. Okay. Mais cela ne veut pas dire que le régime était compétent. Si le régime était compétent, il allait travailler à mener le peuple autour. D'accord. Justement. Ok. C'est l'incompétence aussi. Aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui a pris le pouvoir donc par la force, donc qui a violé la constitution du Burkina Faso. C'est ça? Et ensuite, le parti qui a été déchu s'organise avec d'autres organisations de la société civile et d'autres partis politiques et qui revendiquent un certain nombre de choses. Où se trouve le problème? Est-ce que parmi les points de revendication, il y a quelque chose qui est anticonstitutionnel dans ce que le Front patriotique demande? Quand vous parlez
d'un régime qui n'est pas constitutionnel. Je prends par exemple le coup d'État que vous êtes en train de parler. Est-ce que bien avant le coup d'État, il y a eu bel et bien des marches qui demandaient la démission du Roch-Marc Christian Kaboré? Oui. C'est ça? Alors, le coup d'État n'est venu juste, en tout cas, faciliter le travail que ces organisations demandaient. Aujourd'hui, quand on me parle beaucoup de la Constitution, quand nous prenons 2014, l'affaire de l'article 37, elle était constitutionnelle, oui ou non? Revenons à nos débats, parce qu'on risque de s'éloigner. Parce que, je suis d'accord. C'est pour dire que les points de revendication qu'ils sont en train de demander, je n'ai pas trop lu leur truc comme ça, parce que d'abord le Front patriotique, franchement, ça ne m'a pas intéressé. J'ai regardé ça et c'est la manière dont ça a été conçu qui a fait que je ne me suis pas vraiment mis sur le fond. Vous combattez des gens sans connaître même... non, je les connais déjà. Il y a qui est au front qu'on n'a pas connu, qu'on ne connaît pas ici? C'est qui? Nous connaissons tous leur façon de travailler. Monsieur Tagnan, à part la question de l'adhésion au front, donnez-moi d'autres éléments qui concourent à dire qu'ils sont dans une mission de déstabilisation. Ils ont adhéré à un front. Ça, c'est, j'ai dit, les jeux et les alliances, c'est de l'ordre de la vie des partis politiques. Maintenant, ça, ce n'est pas un acte de déstabilisation. Donnez-nous un autre acte. C'est un acte de déstabilisation. Vous aussi, vous avez constitué un front. Oui, nous avons constitué un front. Nous avons constitué un front où nous avons demandé à tout le monde, l'ensemble de Burkinabé, sans exception, sans entité politique ni chose, d'adhérer pour qu'ensemble nous puissions brouter l'île terroriste. Mais les autres fronts disent la même chose, monsieur Tagnan. Ils ne disent pas la même chose. Non. Monsieur Tagnan, le front est constitué de combien d'organisations? Le Front de Libération. Le Front de Libération est constitué de plus de 60 organisations de nos jours. Il y en a encore qui tapent la porte. Oui. Et le Front patriotique est composé de combien d'organisations? Je ne sais pas. Le Front patriotique est composé de plusieurs organisations politiques. C'est toute l'alliance politique au sein du MPP d'ailleurs. Alors, revenons sur le Front de Libération Nationale, puisque nous avons un membre fondateur de ce front-là ici. Qu'est-ce que vous proposez finalement pour changer la donne? Qu'est-ce que vous proposez dans la situation que traverse le Burkina aujourd'hui pour ne pas faire comme les autres, puisque justement, on a cette inflation de francs, comme j'ai dit au départ, et vous venez pour dire que vous allez faire du renseignement, vous soutenez la transition, ce qui est très bien. Mais qu'est-ce que vous proposez pour changer? Quelle est votre différence par rapport au concert de regroupement et de front qui existe actuellement par rapport à cette offre qui est sur le terrain? Ok. Le Front de Libération Nationale, notre objectif ici, c'est de demander et de travailler à avoir la confiance de tout le peuple burkinabé, à aller à une réconciliation, à un peuple uni. C'est d'abord ça, parce que quand c'est une guerre, et dans chaque guerre, il faut reconnaître que le militaire c'est 20%, les 80% c'est le peuple. Parce que si le peuple communique, si le peuple travaille dans le centre de renseignement, nous pensons que ça peut aller. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup qui ont vraiment gros sur le cœur, où il faut que chacun de nous appelle cela, laisser les défaillances des uns des autres, chercher à aller plus dans le côté positif de tout un chacun, parce que je me dis que 1, 2, 3, ça peut toujours aider. Donc le Front de Libération Nationale ici, c'est de demander au peuple burkinabé, sans entité ni divergence politique, de se regrouper autour de la transition, bien avec un objectif bien précis, qui est celle de la libération du territoire. Et vous semblez, vous êtes écouté là-dessus? Vous avez des résultats? Vous avez commencé à engranger des succès? Bon, le Front de Libération Nationale est déjà né. C'est comme je l'ai dit quelques mois, nous avons déjà des comités sur le terrain et nous sommes en train de lancer nos activités bientôt dans quelques jours à Gourougou. Je pense qu'à l'issue de tout cela,
vous verrez bien le Front de Libération Nationale, vous verrez les résultats du Front de Libération Nationale. Vous disiez tout à l'heure que ça fait déjà des mois que vous avez des groupes un peu partout et tout, et qui travaillent déjà sur les questions de renseignement et tout. Concrètement, ça se passe comment? Parce que j'avais posé une question qui était pour moi très importante. Si c'est ça la mission, pourquoi est-ce qu'on ne s'enrôle pas au sein des VDP? Donc concrètement, comment ça fonctionne? Parce qu'on risque d'avoir des VDP dans des zones et puis peut-être comme on appelle ça, votre structure à côté, votre front. Est-ce que ça ne va pas faire doublon? Comment est-ce que ça fonctionne pour qu'on ne se marche pas dessus? Oui, parce que quand vous parlez des VDP, tout le monde ne peut pas être des VDP. Tout le monde ne peut pas aller au front comme vous le pensez. Mais tout le monde peut être au front en contribuant d'une manière à une autre. Un enfant peut vous donner un renseignement. Une femme peut vous donner un renseignement. Ils sont tous déjà dans le renseignement. Ça fait partie du travail. Ils sont tous au front déjà. Parce que tant que c'est des renseignements positifs, ça contribue. Alors, ça veut dire que nous travaillons avec toutes les couches sociales. D'accord. Maintenant, si c'est la question du renseignement, moi, quelquefois, on nous rabâche les oreilles avec... Non, mais le renseignement n'est pas forcément un problème. Je pense qu'on nous l'a dit plusieurs fois ici. Quand vous avez des terroristes qui prennent quartier dans une ville et qui viennent passer le temps devant une prison, les populations le savent, les gars sont informés, après ils viennent, ils attaquent, ils libèrent leur gars et puis ils arrivent là. C'est le renseignement le problème. Oui, bien sûr. Avant qu'ils arrivent là, il y a un travail qu'ils ont fait aussi. Chaque jour des journalistes, quand chaque jour dans les colonnes de la presse, on vous dit il y a telle zone où les gars ont visité, ils disent qu'ils reviendront dans 2 semaines. Vous voulez quel autre renseignement? Vous pensez que les terroristes ils travaillent sans renseignement? Il est bien renseigné aussi. Je vais dire que le renseignement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on est renseigné, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce qu'on remarque, et au regard de ce qu'on lit dans la colonne de nos presses, c'est qu'il y a des alertes qui sont données un peu partout sur des menaces qui tombent. Quelquefois, même avant des massacres, plusieurs fois, on a dit attention, attention, attention. Il risque d'avoir cela parce que les populations sont sous pression, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour vous dire que ce que vous voulez qu'on dévoile ici, nous, tout ne peut pas se dévoiler ici. Oh, mais c'est ce qu'on nous dit souvent sur le plateau. Hein. C'est pas qu'on dit sur le plateau. Par exemple, quand nous prenons la zone du sud-ouest, vous avez vu tout récemment où les gars se sont ils ont pris des terroristes où eux-mêmes ils n'ont pas léché. C'est parce qu'ils sont organisés. Il faut organiser la population dans ce sens. Dans et vous comptez organiser la population dans ce sens? Oui, bien sûr, parce qu'on peut pas. C'est pour dire qu'on ne peut pas se limiter qu'au renseignement. On ne peut pas s'asseoir, dévoiler tout ce qu'on est en train de faire passer. Nous sommes sur un plateau, nous sommes en guerre et nous voulons contribuer, nous voulons apporter notre pierre de contribution. On ne peut pas tout dévoiler ici, c'est pas possible. Justement, de plus en plus, on entend dans des propositions qu'il faut même aller jusqu'à armer les populations. Vous êtes favorable à ça ou bien vous avez quelques craintes? Je ne suis pas trop favorable à ça parce que d'abord, l'arme même d'abord, il faut connaître qui d'abord tu es avant de porter une arme. Si nous allons dans cet élan, je ne pense pas que nous allons s'en sortir. Parce que même aujourd'hui, tu veux acheter une arme, il y a quand même une enquête qu'il faut ouvrir. Est-ce qu'en donnant les armes comme ça à la population, à quoi ça va aboutir? C'est vrai, tout de suite nous sommes en guerre, nous cherchons toutes les solutions possibles, mais est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences après? Juge Ouedraogo. Je voudrais revenir quand même sur certains propos de notre invité qui a évoqué les personnes qui critiquent comme étant soit des gens qui ont des intérêts particuliers, etc. Je ne sais pas s'il est au courant des populations de Dori qui ont marché, des populations à Waïbia qui devaient marcher la semaine dernière qui n'ont pas pu, tous les cris de cœur qu'on entend au quotidien des populations qui veulent qu'on vienne les sauver. Solonzeo aujourd'hui qui est tombé pratiquement et d'autres villes, toutes ces personnes qui lancent ces cris-là sont vraiment des gens qui ont des intérêts particuliers. Non. Vous avez déplacé le débat parce que quand nous parlons de critiques, nous sommes en ville ici. Si c'est les critiques nationales, par exemple, quand tu prends ces zones, quand il y a un fait, c'est que c'est un fait réel. Alors, quand vous parlez, par exemple, de ceux de Seba et de Dori, de Djibo qui ont marché, comment est-ce que c'est arrivé pour qu'ils puissent marcher? C'est les politiques qui les ont activés pour qu'ils marchent. Je ne le dirai pas. Ce n'est pas leurs intérêts qui les ont amenés, leur volonté d'avoir la sécurité. C'est des leaders politiques. Donc ils ne souffrent pas là-bas. Hein, même bien qu'ils souffrent, je pense qu'ils savent aussi les efforts que les FDS et les VDP aussi mènent. Ils ne diront pas qu'il n'y a pas d'efforts.
Mais c'est alors, dans les mêmes zones, en quoi ne pas soutenir quelqu'un qui fait déjà des efforts? Et quand il marchait sur Roch Kaboré, c'est qui les manipulait? C'était des politiques aussi? Puisque ça n'a pas commencé maintenant. Mais sur Roch Kaboré, ce n'est pas là-bas seulement que ça marchait, même ici on marche. Voilà. Mais c'était des gens qui étaient manipulés aussi? Ou bien c'était la situation sécuritaire qui les amenait à... C'est la situation sécuritaire qui les amenait à marcher. Mais ceux qui sortent maintenant... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés tous à rester autour des forces de défense et de sécurité. Alors, M. Tagnan, dans votre manifeste, ou dans votre déclaration d'intention, vous évoquez, pour réussir votre mission, des repères. Vous avez cité un certain nombre de personnes ressources, le général Sangoulé Lamizana, Nabakom 2, Nabatigré, Nabasaga 2, la princesse Gimbi Ouattara, Diaba Lompo. Vous les citez comme des exemples qui devraient éclairer vos actions, mais vous dites aussi que le Front de Libération Nationale était pensé et porté sur les fonds baptismaux pour, je cite, servir concrètement et efficacement la noble cause de la libération du territoire national, car convaincu que les véritables patriotes sont ceux qui sont au front de la restauration de l'intégrité territoriale, ceux dont la littérature est dominée par la question de la libération nationale. Fin de citation. Ne pensez-vous pas, et ce sera pour terminer, qu'on peut revendiquer d'une abondante littérature sur la question de la libération nationale sans agir concrètement pour cette cause? Et à contrario, ne pas avoir cette littérature-là, comme vous dites, et être un fervent adepte de la littérature nationale? Pourquoi il faut revendiquer d'une abondante littérature nationale pour être adepte de la libération nationale? Rapidement. Oui, parce que, excusez-moi, c'est pour dire que... Allez-y. Notre invité a la gorge sèche. Oui, bon, je suis un peu enrhumé. Donc... Oui, d'accord, rapidement, voilà. Parce qu'on a fait une émission. Oui, c'est pour dire que c'est la lecture abondante dont vous parlez. Reconnaître que le peuple aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont là, qui savent ce que c'est que ce peuple burkinabé, qui savent d'où on doit s'inspirer de tous ces trucs. Malheureusement, il y a beaucoup qui se sont tus, qui sont assis et qui observent. C'est dommage. Il faut rappeler la jeunesse à s'inspirer de nos sources passées. Voilà. Sinon, ce n'est pas forcément les intellectuels, forcément les FDS qui doivent conquérir le territoire. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Tout le monde mette la main dans la pâte avec l'apport, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Chacun est intellectuel de sa manière. Chacun est intellectuel à sa manière. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Le pays est en crise et il nous faudra travailler tous ensemble pour rectifier le tir. L'Union sacrée est donc convoquée ici par tous et pour tous. C'est la fin de cette deuxième audience de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci à vous. On avait sur le plateau aujourd'hui Zakaria Tagnan, il est membre fondateur du Front de Libération Nationale. Merci d'être passé. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci au juge Vara, merci. Merci. Et merci à juge Ouedraogo. Merci. Merci également aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Césaire Cafando à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio. Demain, c'est un autre jour. C'est un autre jour et nous serons à nouveau là, Dieu voulant, pour une nouvelle audience sur TriTV et Watt FM avec un maillet toujours aussi rigoureux et sans complaisance.